À tout seigneur, tout honneur, d'abord la reine d'Angleterre en France, tailleur saumon sur tapis rouge. C'est un accueil en grande pompe qui a été réservé à la reine Elisabeth II pour son 3e voyage officiel en France. Dès son arrivée à Orly, la souveraine britannique a réaffirmé avec force et en français l'attachement de son pays à l'Europe. 3e visite d'État, je vous le disais, la première en 57 sous René Coty, la deuxième en mai 72. Philippe Arouard était déjà à la RTF. Difficile en 1972 de distinguer la couleur des atours de la reine reçue par Georges Pompidou. 20 ans plus tard, pas de problème, c'est l'abricot qui domine. La petite histoire remarquera qu'Élisabeth II vient à Paris le jour de la Saint-Diane, Diana en anglais, pur hasard. La grande histoire retiendra que les premières paroles royales sont un credo européen qui ne peut que séduire son hôte, François Mitterrand. La Grande-Bretagne a sa place au cœur de l'Europe et l'avenir de l'Europe se confond avec le sien. C'est seulement en étant étroitement liée à la France qu'elle pourra tirer le meilleur parti des ouvertures et des chances que lui offre l'Europe. Paris, c'est une lumière qui scintille dans les imaginations, disait déjà Élisabeth il y a 20 ans. Aujourd'hui, la ville lumière a tenu ses promesses. Pour recevoir et acclamer le couple royal qui se rend à pied de sa résidence de l'hôtel de Marigny au palais de l'Élysée. Cet après-midi, changement de tenue, jaune canari oblige, pour une promenade en bateau sur le bassin de la Villette, en route vers la Cité des Sciences. Tiens, Jacques Lang en profite pour réviser son anglais. En tout cas, visite studieuse de la France contemporaine et inventive. Finalement, Élisabeth II ne se sent pas dépaysée ici. Elle a même retrouvé le rarissime cabriolet utilisé il y a 20 ans. Et on dira que les Français ne sont pas conservateurs. Plusieurs milliers de Parisiens et de touristes s'étaient massés sur les Champs-Élysées vers midi pour acclamer la souveraine. Même le soleil était de la fête et parmi les badauds extasiés, Bernard Lebrun. Dernière répétition pour le salut à la reine qui a eu la géniale idée de remonter la plus belle avenue du monde à l'heure du déjeuner. J'étais en train de dire, il n'y a pas la garde à cheval pour la reine, c'est drôle. Parce que d'habitude, c'est quand même le grand apparat. Mais si, madame, l'apparat sera à la hauteur de l'événement, soyez rassurés. Pas facile, il est vrai, de voir quelque chose entre deux panneaux publicitaires. Les marchands de périscopes en carton ont disparu avec les foules d'antan. Mais gardez-la, avec un peu de chance, chacun pourra apercevoir sa majesté en compagnie du président de la République. Attention, regardez bien, petit signe de la main, inexorablement la décapotable avance, c'est fini. Madame, vous avez pu voir la reine? Oui. Oui? Oui. Elle avait un chapeau? Oui, un chapeau orange. J'ai vu la belle voiture. J'ai vu le chapeau plus que celui de la reine, c'était joli. Et puis il y a ceux qui sont bloqués et s'offrent une pause, contraints et forcés. Vous avez vu quelque chose, hein? Comment? Vous avez vu passer quelque chose? Oui. Oui. Mais vous attendez quoi, là? Passer de l'autre côté. Avant, il faut que les chevaux regagnent l'écurie, poursuivis, image étonnante par ces drôles de machines vertes, les balayeuses ramasseuses de crottes. Nettoyés, les Champs-Élysées sont réouverts, la reine est passée, les livreurs traversent, la vie continue. Avec la reine d'Angleterre, une autre Elisabeth et l'héroïne du jour, Elisabeth Guigou, ministre des Affaires européennes, qui va tenir ce soir à Célestat, sur les enjeux de Maastricht, un meeting commun avec Valéry Giscard d'Estaing. Au total, une dizaine de meetings rassemblant des ministres ou des responsables socialistes et des dirigeants de l'UDF sont prévus d'ici la fin de ce mois. Cette initiative du mouvement européen a provoqué hier soir la colère de l'état-major du RPR, qui a publié dans la soirée un communiqué mettant en demeure Valéry Giscard d'Estaing et les dirigeants de l'UDF de renoncer à ces réunions publiques sous peine de conséquences graves pour l'union de l'opposition. L'ancien président de la République a décidé de maintenir sa venue pour le meeting de Célestat. Il s'en est expliqué il y a quelques minutes auprès de nos confrères de FR3 qui lui ont rappelé que le RPR l'accusait en quelque sorte de donner un coup de main au président de la République. Il ne s'agit pas de François Mitterrand, il s'agit du traité de Maastricht. Alors,
faut tout de même pas abaisser, dégrader le débat politique en France. Vous savez que les Français sont très lassés du comportement de leur classe politique. Et ils souhaitent que les hommes politiques leur parlent des problèmes qui se posent. Alors, il y a 3 mois, on avait la campagne des régionales. Moi, je suis resté en Auvergne et j'ai parlé aux Auvergnats de l'avenir de notre région. La région d'Auvergne, on a voté. Nous avons gagné. Là, nous avons un traité qui est important pour la France, pas pour les partis politiques, pour les Français, leur vie quotidienne, leur avenir, les jeunes. Et les Français ne savent pas quel est le contenu de ce traité. Nous allons leur expliquer de façon contradictoire. Alors. Et puis ensuite, à l'automne, il y aura un référendum, et pour ce référendum, l'UDF fera sa propre campagne, sous ses propres couleurs, avec ses propres valeurs. Je vous propose de rejoindre tout de suite Célestat, cette petite ville du Bas-Rhin qui va peut-être laisser son nom dans l'histoire contemporaine. Comment vivent les militants dans l'attente de ce meeting tout à fait inédit? Reportage Olivier Lerner et Bruno Giraudon. Je suis pour Chirac. Pas pour, je suis pour Giscard, mais pas pour Chirac. La route qui conduit à Maastricht est décidément bien compliquée pour l'opposition. Pour la première fois en France, les pro-Maastricht, de gauche comme de droite, se retrouvent face à face, ou plutôt côte à côte. Une première qui fait du bruit à Paris, mais qui, vue d'Alsace, n'aime pas outre mesure les Européens du PS et de l'UDF. Dans 2 mois, ils vont se taper dessus pour les législatives. Aujourd'hui, ils sont ensemble sur le même bord. Je trouve que c'est pas très logique. Je trouve qu'on devrait tous se mettre d'accord pour que ça avance correctement et sans qu'il y ait de débat intérieur. C'est pas un peu choquant, un peu surréaliste de voir une personnalité de gauche et de droite sur une même estrade? Non, je trouve que c'est intelligent pour construire l'Europe. Il faut qu'on se mette ensemble et qu'on élimine la politique intérieure. Vous allez écouter et applaudir Madame Guigou, ministre des Affaires européennes? Ça, je ne sais pas. Je suis toujours libre de mes idées. Je ne sais pas ce qu'elle dit ou n'importe quoi. Je ne peux pas applaudir d'avance. Il faut d'abord que j'écoute. Ils sont venus s'instruire avant tout. Le traité de Maastricht est en vente dans cette salle 66 francs et il se vend comme des petits pains. Pendant ce temps-là, à Paris, les sénateurs reprenaient l'examen de la révision constitutionnelle préalable, vous le savez, à la ratification du traité d'Union européenne. Après le vote négatif des Danois au référendum, un certain nombre de sénateurs, dont Charles Pasqua, estiment qu'il n'y a plus lieu à débattre. Les socialistes et les centristes sont de l'avis contraire. Sur place, reportage Véronique Saint-Olive. Le Sénat a la fièvre de Maastricht et la majorité UDF-RPR manifeste en plus un symptôme aigu de désunion. Les premiers veulent aller de l'avant, les autres non. Arrêter un débat avant qu'il ne commence est toujours sur le plan parlementaire une erreur. Qu'il est déraisonnable, d'ailleurs contraire au droit international, de reprendre ce débat. Nous verrons bien tout à l'heure. Est-ce que vous avez une majorité qui pense la même chose que vous? Nous verrons bien, ça ce sont les événements qui le prouveront, qui le démontreront. Mais de son côté, Roland Dumas propose une seule potion. Il faut avaler le traité de Maastricht tel quel et sans grimace. Alors, les communistes s'emballent. Le RPR réclame à grands cris une suspension de séance. Les centristes et les indépendants veulent eux aussi se compter. C'est la dispersion. Les sénateurs se retrouveront après le dîner pour une discussion générale ou pour une bataille de procédure. La nuit, de toute façon, sera longue au Palais du Luxembourg. L'organisation de ces 10 meetings communs PS-UDF pour défendre le traité d'union politique européen signé à Maastricht suscite de sérieux remous dans les états-majors politiques. Nous y reviendrons tout à l'heure avec nos invités, Alain Juppé sur ce plateau et Simone Veil qui est à Strasbourg. Au RPR, Jacques Chaban-Delmas a décidé d'annuler sa participation au meeting de Bordeaux qui était prévu avec Roland Dumas et Jean-François Poncet par loyauté, a-t-il dit, à l'égard du RPR. Grogne également au PS où Jean Popren qualifie cette campagne commune de tout à fait surprenante. Jean Popren, qui réclame une convocation d'urgence du comité directeur du PS, affirme que ce que la France retiendra, c'est, je cite, le spectacle des chefs de la droite et du PS sur le même tréteau. Cette addition de chefs fera une soustraction de voix. Tout de suite, je vous propose de retrouver Gilles Leclerc, qui est à l'Assemblée nationale pour Antenne 2. Bataille rangée ou guérilla, toujours est-il que le communiqué du RPR a provoqué un étrange duel au sein de l'opposition, sans qu'on sache vraiment qui a dégainé le premier. Alors, crise ou pas? Au sens chinois, il y a crise. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on est en train de préparer une opportunité. Vision optimiste de ceux qui ne veulent pas dramatiser. En attendant, c'est bien chacun de son côté que l'on s'est réunis cet après-midi sans vraiment évoluer et les échanges sont restés rares. J'avais un objectif qu'on avait tenu depuis 2 mois,
c'est à entraîner le maximum des responsables de l'opposition sur la ratification. Et c'est mon seul objectif. Nous sommes toujours prêts à en discuter, tu le sais très bien. Tous nos collègues députés ont dit une chose simple. Dans une démocratie, où on est dans la majorité, où on est dans l'opposition. On ne peut pas avoir un pied dans chaque camp. Un ultimatum, ce n'est jamais bon. Cela dit, j'espère qu'il est encore possible de travailler pour entraîner le maximum de responsables du RPR à voter la ratification de Maastricht. Si les ponts ne sont pas coupés, chacun fait déjà ses comptes et mesure l'étendue des dégâts sous l'œil goguenard de quelques autres. Bon, il ne faut jamais se réjouir du malheur des autres. Simplement, ce que je considère, c'est que j'observe, comme tous les Français, que la droite est incapable de s'unir pour quelque chose. Ce soir, personne n'ose encore prononcer le mot recomposition, mais chacun ne manque pas d'y songer et d'être sur ses gardes. Dernière réaction à noter, celle du Front National qui demande aux dirigeants du RPR de tenir des meetings communs avec les amis de Jean-Marie Le Pen pour défendre l'Europe des patries et le non au référendum. Maintenant, le problème du RPR, c'est enfin d'avoir une position sur l'Europe. Alors, ou bien ils sont pour Maastricht, et après tout, ils font des meetings avec le Parti Socialiste, ou bien ils sont contre Maastricht, et pourquoi pas tenir meeting avec le Front National, qui lui, de tout temps, a été contre Maastricht. Moi, pour ma part, je suis prêt à tenir un meeting avec M. Seguin ou M. Pasqua, qui ont tenu sur cette question-là des propos qu'ils ont largement repris les propositions de Jean-Marie Le Pen du Front National. À 9 mois des législatives de mars prochain, alors que Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing avaient réaffirmé sur tous les tons leur volonté d'enterrer définitivement la hache de guerre, alors que l'opposition s'était mise d'accord sur un processus de désignation d'un candidat unique à la présidentielle, UDF et RPR sont donc au bord du divorce sur cette question capitale pour l'avenir, la construction européenne. Récit d'un désamour avec Roland Sicard et François Brabant, avec la participation tout à fait involontaire de Julio Iglesias. J'ai besoin de toi, comme un homme a besoin d'oubli. Et oui, c'est ça Giscard Chirac. 20 ans de cohabitation, quelques hauts et beaucoup de bas. Tenez, après les régionales, ils étaient à tu et à toi. Même les vieilles scènes de ménage sur les primaires étaient oubliées. C'était union, union, union. J'ai besoin de toi. Et puis patatras, Maastricht est passé par là. Chirac écoute moins Giscard et plus Pasqua ou Séguin, il veut un référendum, Giscard n'en veut pas. Notre mouvement souhaite, et je dirais exige, qu'une telle réforme soit adoptée par la voie du référendum. Pourquoi un référendum, franchement? Ne t'en va pas, je t'aime. Et la belle histoire tourne au vinaigre. Pourtant, ils avaient l'occasion de se rabibocher puisque le référendum aura lieu de toute façon. Mais voilà, Maastricht, toujours Maastricht. Giscard veut maintenant faire des meetings en commun avec les membres du PS. Chirac crie à l'infidélité. Allez, nous on le connaît le fin mot de l'histoire. Ce qu'ils craignent, c'est de savoir comment tout cela va finir. Parce que, c'est bien connu, Un amour, il faut toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent. Ce soir, Albert Duroy, c'est peut-être le président du parti radical, Yves Galland, qui résume le mieux la situation. Il a affirmé sur Antenne 2, l'opposition est en train de gagner le championnat du monde de masochisme politique. Oui, effectivement, on savait depuis longtemps que la droite, comme la gauche d'ailleurs, mais elle dans une moindre mesure, que la droite était divisée sur le traité d'Union européenne. Mais on savait aussi que ses principaux leaders, Giscard, Chirac, Balladur, Léotard, Juppé, étaient globalement favorables à ce traité. Du coup, deux stratégies étaient possibles. La première consistait à conduire le débat le plus vite possible pour pouvoir évacuer rapidement ce sujet de division. Premier avantage, si tous les leaders prônaient le vote favorable, le succès du oui serait la victoire de l'Europe et non celle de Mitterrand. Deuxième avantage, personne ne pouvait suspecter Chirac de complaisance à l'égard du chef de l'État. Il aurait été impossible d'imaginer une manœuvre de politique intérieure. Le traité ratifié, l'opposition aurait pu repartir d'un même pas à l'assaut des législatives. C'est la stratégie de banalisation adoptée par l'UDF. La deuxième stratégie, celle de la dramatisation, consistait à mener la guérilla parlementaire contre le gouvernement. Mais alors, le débat traînait en longueur, la division de l'opposition était de plus en plus visible, la question européenne et l'affrontement gauche-droite étant mélangés, il devenait impossible de dire oui à l'Europe sans que cela soit interprété comme un oui à Mitterrand. C'est la stratégie qu'a finalement choisi le RPR.
Sans doute Chirac a-t-il estimé qu'il était plus bénéfique pour lui et pour le RPR de privilégier l'affrontement franco-français plutôt que le consensus européen, mais cela ne pouvait que l'éloigner de ceux pour qui l'Europe est une absolue priorité. Merci Albert, avec nous en direct, je vous le disais, de Strasbourg, Simone Veil, et puis sur ce plateau à côté de vous, Alain Juppé, secrétaire général du RPR. Première question à Simone Veil, j'espère que vous m'entendez. Bonsoir madame. Bonsoir. Jacques Chirac, tout à l'heure, devant ses amis du RPR, a dénoncé les initiatives prises par certains responsables de l'UDF qui sont de nature, a-t-il dit, à réhabiliter le gouvernement socialiste et François Mitterrand. Est-ce que vous ne pensez pas qu'effectivement la présence d'un certain nombre de dirigeants, à commencer par celle de Valéry Giscard d'Estaing, à côté de responsables socialistes, est de nature à troubler profondément vos électeurs? Mais je ne pense pas. Parce que ce dont nous allons parler, ceux qui seront appelés à faire ce genre de réunion, c'est uniquement l'organisation de l'Europe. Ce n'est pas du tout, il ne s'agit pas des choix que nous ferons pour les politiques à mener en Europe. C'est comme nous choisirons une constitution pour l'Europe. Et au fond, on peut très bien concevoir que sur le choix d'une constitution, tout le monde soit d'accord. C'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises par le passé en France, et qu'on lutte ensemble pour faire admettre ce cadre et qu'il y ait même discussion autour de ce cadre, pour faire bien comprendre qu'à l'intérieur, il peut y avoir des politiques qui sont des politiques tout à fait différentes. Et j'imagine, je pense, moi je suis amené par exemple à faire une réunion vendredi prochain avec M. Fabius, et je pense que l'un comme l'autre, nous défendrons pour l'Europe des politiques qui peuvent être différentes sur bien des sujets, qu'il s'agisse de la politique sociale, ou qu'il s'agisse de la politique monétaire ou économique. Nous n'avons pas certainement les mêmes positions sur les politiques que l'Europe peut faire. Et d'ailleurs, actuellement en Europe, il y a des gouvernements de tendances très très différentes, mais dans le même cadre institutionnel. Or, aujourd'hui, ce qui nous apparaît, un certain nombre, c'est de faire comprendre qu'il est important d'adopter ce cadre institutionnel. Nous retrouvons dans un instant. Je voudrais poser une question à Alain Juppé. Je voudrais vous demander pourquoi si tard, alors que ces meetings sont prévus depuis quelques jours maintenant. Est-ce que vous ne craignez pas l'effet dévastateur de cette dramatisation subite sur l'opinion? Pourquoi si tard? Ça commence aujourd'hui. Je n'ai pas l'impression d'être en retard par rapport à l'événement. Faire un communiqué hier soir à la veille de cette réunion, c'était, je crois, le bon moment. Vous savez, moi je suis en toute chose partisan, autant que faire se peut, de la clarté. Et je ne pense pas que le distinguo un peu subtil, si elle me le permet, que Mme Veil vient d'introduire, soit de nature à favoriser la clarté. Nous n'avons pas la même conception de l'Europe que les socialistes. Et c'est tellement vrai qu'il y a à peine 10 jours, à l'Assemblée nationale, nous avons essayé, et nous avons presque réussi, de censurer la politique agricole européenne du gouvernement. Alors à quoi riment ces meetings communs, sinon à prendre le risque de troubler les électrices et les électeurs? Vous savez, moi je suis pour l'Europe. Je suis prêt à ratifier Maastricht, mais en aucune manière à donner un coup de main à M. Mitterrand, parce que je pense que plus tôt les socialistes quitteront le pouvoir, mieux ça vaudra pour mon pays. Alors, vous savez bien, tous les sondages l'indiquent, depuis des années, les Français sont très tristes de la bipolarisation, le fait que la France soit éternellement coupée en deux. Là, on avait l'occasion de voir la fin de ces clivages partisans, et puis on a l'impression que chacun revient à la case départ. Est-ce que là aussi, vous pensez que les électeurs vont comprendre ces crispations? Vous dites que les Français sont très tristes. Je crois que ce sont les commentateurs qui sont très tristes de la bipolarisation. Oui, mais les Français votent. Les Français votent. Ils ont voté aux élections régionales, ils ont voté aux élections cantonales. Et moi, je ne connais pas de démocratie qui fonctionne dans laquelle il n'y ait pas une majorité et une opposition. C'est même une des règles fondamentales de la démocratie. Lorsqu'il n'y a ni majorité ni opposition, on se retrouve dans un système à l'italienne. Et la grande novation de la Constitution de 58, le grand acquis du gaullisme, ça a été précisément de permettre à un pays comme la France d'être gouverné. Alors il faut parler des questions de fond. Quelle est l'Europe que nous voulons demain? Est-ce que c'est une Europe socialiste ou est-ce que c'est une Europe libérale? Je suis sûr que Mme Veil veut une Europe libérale. Et on dit partout que c'est l'Europe de Giscard. Oui, mais alors si c'est l'Europe de Giscard, pourquoi aller faire campagne avec Mme Guigou? Pourquoi aller faire campagne avec M. Bérégovoy? Pourquoi aller faire campagne avec M. Peset, comme Millon va le faire? Ceci défie le sens commun. Moi, je n'arrive pas à m'y reconnaître. Et nous avons voulu dire clairement les choses. Je suis pour l'Europe, mais je ne ferai pas campagne avec des socialistes. Simone Veil, est-ce que vous avez un sentiment d'être sur cette question plus proche des socialistes que du RPR? Moi, je voudrais revenir à une question qui me paraît tout à fait fondamentale, c'est celle de la clarté. Et justement, ce que les Français doivent savoir lorsqu'ils vont se prononcer pour le référendum, c'est qu'ils ont à se prononcer non pas sur les politiques qui seront faites, une Europe plus ou moins libérale, ils auront à se prononcer sur l'architecture,
sur la construction, sur les institutions de l'Europe. On sait très bien que dans la Constitution de la 5e, elle a successivement eu des gouvernements de droite modérée, puis des gouvernements socialistes, avec la même Constitution. Aujourd'hui, sur le référendum, nous ne choisirons pas la politique qui sera menée dans cette Europe, nous choisirons la Constitution de l'Europe. Et j'ajoute d'ailleurs que c'est en fait, je comprends assez mal aujourd'hui qu'il y ait tant de difficultés pour le RPR à accepter cette nouvelle constitution, parce qu'elle est très proche de l'actuelle, et je dirais même qu'elle est inscrite logiquement dans l'acte unique. Si on voulait rester au traité de Rome, ne pas aller plus loin, il fallait refuser l'acte unique. Mais c'était une étape qui menait nécessairement, compte tenu de ce qui avait été décidé en 1985, qui menait nécessairement à renforcer les institutions, sauf à avoir quelque chose de tout à fait incohérent sur le plan constitutionnel. Cela dit, dans ce cadre, il y a des gouvernements qui sont des gouvernements socialistes, il y a des gouvernements qui sont des gouvernements conservateurs, comme en Angleterre, demain ce sera peut-être les travaillistes, c'est toujours le même cadre, c'est là-dessus que nous aurons à voter. Et non pas du tout, il ne faut pas faire croire aux Français qu'il en dépendra telle ou telle politique agricole, telle ou telle politique plus ou moins libérale, c'est tout à fait autre chose. Il s'agit d'une constitution, c'est tout. Et je pense que pour ma part, il aurait beaucoup mieux valu, pour ne pas que ça devienne justement un sujet de politique intérieure, puisque M. Chirac lui-même disait qu'il souhaitait un référendum et qu'à l'époque, il souhaitait ratifier Maastricht. À ce moment-là, il fallait dire, eh bien, nous sommes d'accord avec ce cadre et nous l'adoptons, nous le votons sans faire des difficultés comme il y en a eu, et probablement que ce serait déjà, comme ça a été fait dans certains pays, une étape qui est passée. D'autres, au contraire, par référendum se refusent. Mais il faut bien savoir... On ne va pas épuiser le débat ce soir, bien sûr, on a encore des semaines et des semaines. Je respecte tout à fait le point de vue de Mme Veil, mais ce n'est pas le point de vue de tous ceux qui soutiennent Maastricht. J'ai même entendu des responsables éminents de l'UDF nous expliquer que le traité de Maastricht était l'assurance tout risque contre le socialisme, ce qui prouve bien que c'est le fond aussi qui est en cause, et pas simplement la Constitution. Et puis je voudrais simplement rajouter un commentaire. Je ne comprends pas pourquoi on se précipite tellement dans cette affaire. Parce que le traité de Maastricht, à l'heure actuelle, eh bien, il n'existe pas. Il y a une nouvelle très importante qui est tombée cet après-midi. Le gouvernement britannique souhaite, pour faciliter le retour dans la maison communautaire des Danois, un protocole additionnel qui va jusqu'à limiter les pouvoirs de la Commission. Cela veut dire en réalité que la négociation est ouverte à nouveau. Et ce que nous disons avec, je crois, un peu de bon sens, c'est que dans ces conditions, il ne faut pas se précipiter, il faut connaître le traité dans sa version définitive avant de prendre une position également définitive. Simone Veil, juste un mot sur cette observation, mais vraiment je vous demanderai d'être bref, parce que, comme bien entendu, nous n'épuiserons pas le débat ce soir. J'entends de la bouche d'éminents membres du RPR depuis un certain temps qu'il ne faut pas se précipiter, qu'on est les premiers. Or, les Anglais, en définitive, ont voté bien avant nous. Pas encore, madame, ils n'ont pas terminé la ratification. Ils n'ont pas terminé, mais enfin, c'est passé à la Chambre des communes, très largement, avec un large soutien, alors qu'on a toujours dit, nous avons toujours considéré que les Anglais étaient de mauvais Européens, on les a toujours brocardés sur ce thème, et puis en définitive, c'est en France où ce que je ne comprends pas, c'est que ceux qui nous disent qu'en définitive, ils sont d'accord, nous disent en même temps maintenant qu'ils ne sont pas d'accord. Alors je crois que puisqu'on parle de transparence et de clarté, que l'on sache qui est pour, puisque tout de même ceux qui ont été amenés à examiner le texte à l'Assemblée nationale l'ont regardé, ils doivent bien savoir maintenant s'ils sont pour ou s'ils sont contre, et que c'est comme ça que les Français peut-être comprendront un petit peu de quoi il s'agit et quelles sont les positions des uns et des autres. Bon, sans me répéter, je voudrais quand même faire observer que nous ne connaissons pas la version définitive du texte et que la révision... Mais non, madame, vous savez très bien que la renégociation est ouverte et nous allons voir ce qui se passe à Lisbonne ou ce qui se passe après. Et par ailleurs, le processus de révision constitutionnelle est encore au Sénat. Nous n'avons pas abouti, nous ne savons pas exactement quelles sont les garanties définitives qui seront données. Moi, j'ai clairement annoncé la couleur. Je suis favorable à l'Europe et je suis prêt à ratifier Maastricht sous certaines conditions, mais je le répète encore une fois, pas en allant sur les estrades avec des responsables politiques dont je ne partage pas globalement la philosophie politique, ni même la philosophie européenne. Merci Madame Veil. Dernière question, Alain Juppé. Est-ce que vous vous souvenez des termes de la petite phrase qui vous avait valu le prix d'excellence du Club de l'humour politique en 88, il y a de ça 4 ans? Je vais vous faire une confidence, je l'ai oubliée. Alors je vais vous la rappeler parce qu'elle est parfaitement d'actualité. Vous aviez déclaré François Mitterrand est le spécialiste du piège à consensus. Voilà. Alors le Club de l'humour politique précisément a décerné ses trophées pour cette année. Prix d'excellence pour 92 à Kofi Gagnan, parlant ainsi de son collègue du gouvernement Louis Le Pinsec. Nous sommes tous deux bretons, avait-il dit, mais lui est d'avant la marée noire et moi d'après.
Premier prix à Christine Boutin, députée UDF des Yvelines, lors d'un débat extrêmement sérieux sur la bioéthique. Il ne faudrait pas que celui qui vient de donner son sperme s'en lave les mains. Fin de citation. Retour aux choses sérieuses avec de nouvelles manifestations de protestation des agriculteurs contre la réforme de la PAC, la politique agricole commune. C'est à Toulouse et à Versailles que ces manifestations ont été les plus spectaculaires. Commentaire Elisabeth Esley. À Toulouse, toutes les rocades bloquées ce matin par les agriculteurs du CDJA et de la coordination rurale de Haute-Garonne. Ils protestent contre la réforme de la politique agricole commune et veulent rencontrer leurs députés. L'Europe, c'est que les technocrates, ces personnes qui viennent sur le terrain, c'est des bonhommes, ils ont appris, c'est pas qu'ils ne sont pas intelligents, mais ils ne savent pas ce qui se passe sur le terrain dans chaque coin de France. À Versailles, une cinquantaine de tracteurs devant le château et des milliers de manifestants venus du nord et du bassin parisien. À l'appel des organisations syndicales qui veulent prouver à leurs troupes qu'elles ne baissent pas les bras, même si elles ont pris acte de la politique agricole commune. Il leur faut canaliser les revendications face à la coordination rurale, plus radicale, qui veut faire bouger les campagnes. En Yougoslavie, poursuite des bombardements de Sarajevo cette nuit. Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé le principe de l'envoi de casques bleus chargés de prendre le contrôle de l'aéroport de cette ville afin d'assurer l'acheminement à peu près normal de l'aide humanitaire dans la capitale de Bosnie. La France a d'ailleurs proposé de fournir une grande partie de ce millier d'hommes qui devraient se déployer très prochainement sur place. En tout cas, l'embargo décrété par les Nations Unies il y a quelques jours commence à faire sentir ses effets en Serbie, où l'essence est rationnée depuis ce matin. Reportage de nos envoyés spéciaux Gilles Rabine, Alain Dubas. Ils découvrent que pendant leur absence, une semaine de vacances en Hongrie, le prix de l'essence a doublé. Ils découvrent en même temps que cette essence est rationnée, distribuée au compte-gouttes chaque jour et pour un seul trajet. C'est pour l'instant le seul effet spectaculaire de l'embargo voté par les Nations Unies contre la Serbie. La crise économique et presque un an de guerre ont déjà pratiquement ruiné le pays. L'embargo, ça va nous achever. Le peuple va souffrir encore plus. Et le peuple serbe, lui, n'est pas coupable. 85% d'inflation le mois dernier en Serbie. Et en plus, ça n'arrêtera pas la guerre. Cet embargo, ce n'est qu'un jeu entre les puissants. La lassitude des Serbes, le boulanger de Belgrade et son apprenti la voient grandir jour après jour. Seul le sucre, l'huile et la lessive manquent, mais personne n'achète car les gens n'ont plus d'argent et depuis longtemps. C'est injuste, mais on résistera. On gardera le moral. Regardez autour de vous. Les Français nous ont trahis, ça je comprends pas. Les Français nous tournent le dos. Ils se couchent devant les Allemands et les Américains. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. Vous vous trompez de victime. Moi, ils voulaient m'égorger en Croatie. J'ai échappé aux fascistes. C'est notre pays, on n'en a pas d'autre. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous attaquer? Nous bombarder? Les Allemands, ils ont perdu 2 guerres. Aujourd'hui, ils rêvent de revanche. Avec leurs marques, ils ont acheté l'Europe. Et M. Bush, lui, il a acheté les Nations Unies. Qu'ils viennent, les Allemands. Je pourrais venger ma famille. 23 personnes tuées, brûlées vives en 42 par eux et les Oustachis croates. Je suis le seul rescapé et voilà qu'aujourd'hui je dois de nouveau vivre ça. Les Serbes en veulent au monde entier et d'abord à la France, comme en témoigne ce monument crépé de noir. Ils ne parviennent plus à surmonter ni leur passion, ni leur haine, ni leur rancune, ni leur regret. Peut-être parce qu'ils sentent confusément qu'ils n'ont pas su défendre la cause serbe et qu'avec l'embargo, quoi qu'il arrive désormais, ils ont déjà perdu la guerre. CNN a désormais un concurrent européen, Euronews, la chaîne européenne d'information continue par satellite, est née officiellement ce matin à Lyon en présence des dirigeants de 11 sociétés publiques de radio-télévision, dont Hervé Bourges pour Antenne 2 et FR3. Euronews diffusera à partir de janvier 1993 en 5 langues, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien et bien sûr le français. Dès 1993, donc, ces images pourront être reçues dans 23 millions de foyers européens. Près d'Amboise, un agriculteur excédé par le passage d'adolescents dans ses cultures a tiré avec un fusil de chasse sur un groupe de 11 jeunes, en blessant 5 plus ou moins grièvement. Reportage Anne Mourgue et Christian Leroux sur les raisons de ce drame. Quartier de la Verrerie, une cité sous haute surveillance, une cité au milieu des champs. Population cosmopolite, immeubles refaits à neuf,
De gros efforts de réhabilitation. Peu de chômage, jusqu'ici, peu de délinquance. Pourtant, les jeunes ont le sentiment d'être montrés du doigt par le reste de la ville. C'est un quartier d'étrangers. Alors dès qu'il y a un truc qui va pas, c'est les étrangers, c'est la verrie tout de suite. En fait, même si c'est pas la verrie, on est tout de suite accusé. Pour se rendre en ville, les jeunes passent par ce chemin privé, un raccourci. C'est là que 5 d'entre eux ont été blessés par des agriculteurs hier. Depuis longtemps, les riverains se plaignent, culture saccagée, chapardage. Nous, on n'a pas beaucoup de bêtes, hein, forcément. Nous, on a pris une belle lapine qui allait avoir des petits. Et puis, quelques jours après, c'est une poule. Et puis, il y a un fermier aussi plus loin, une poule. Ça traîne tout le temps, il traîne. Alors, il faut bien qu'il fasse quelque chose. Hein. On n'est pas tranquille ici, hein. On est tous des vieux ici. À notre maire, il faut peut-être demander quelque chose, qu'il nous fasse quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse? On a 4 policiers municipaux, il ne faut pas les envoyer toute la journée. Je dirais par là, alors qu'il y a d'autres problèmes dans le plein centre d'Amboise. Elle a l'impression, comme ses voisins, que les voleurs de poules peuvent ici commettre leur larcin en toute impunité. Retour tout de suite à l'événement de la soirée, le meeting commun de Célestat. Je vous propose tout de suite de rejoindre sur place Rachid Arabe. Rachid. Bruno, vous m'entendez, tout cela se passe en direct. Madame Guigou est en train de parler actuellement et Valéry Giscard d'Estaing se trouve, je crois, derrière le rideau. Il attend tout simplement, je crois par politesse, que le ministre ait fini son intervention. Ils vont donc se rencontrer dans quelques instants. Je vous propose, Bruno, d'essayer de combler ces quelques secondes en vous disant un petit peu l'ambiance qui règne ici. Vous m'entendez? Oui, oui. Donc une ambiance tout à fait calme, une ambiance studieuse dans un endroit où habituellement se déroulent plutôt des rencontres sportives. Il s'agit ici d'un gymnase. Il y a eu tout juste quelques impatiences au début quand les organisateurs ont annoncé qu'il fallait attendre l'arrivée de Valéry Giscard d'Estaing qui se trouve toujours derrière son rideau et qui devrait venir s'installer dans quelques secondes logiquement, non pas face à Madame Guigou mais à ses côtés. Il ne sera séparé de la ministre des Affaires européennes que par Jean-François Poncet qui est l'organisateur de cette soirée, de ce débat qui s'est engagé à Paris. Et puis ici se déroulent tous les applaudissements. Là, c'est Madame Guigou qui est applaudie actuellement. Et je crois que nous allons pouvoir assister à l'arrivée de Valéry Giscard d'Estaing en direct. L'événement, comme vous le disiez, cet événement qui fait tant jaser à Paris. Voilà. Vous y assistez en direct, mon cher Bruno. J'espère que vous êtes content. Tout à fait. Demandez à votre caméraman de déplacer un tout petit peu la caméra qu'on voit bien. Nous allons essayer. Je vais peut-être moi me déplacer pour que vous puissiez voir le président arriver et répondre à cette fameuse question. Va-t-il serrer la main à Madame Guigou? Nous allons bientôt avoir cette réponse. Tout cela se fait un petit peu dans la précipitation. Les organisateurs, il faut le dire, Bruno, ont été dépassés par l'importance médiatique de la couverture de cette réunion. Alors pour l'instant, un petit peu de suspense. Madame Guigou a enlevé son micro, comme si elle avait terminé son intervention, mais malgré tout, il semble que le ministre des Affaires européennes va rester dans la salle pendant que M. Giscard d'Estaing viendra ici. Je le répète, Bruno, il ne s'agit pas d'un dialogue entre eux, il s'agit d'un débat organisé ici à Célestat, qui est animé par plusieurs journalistes, un débat qui est censé donner lieu à un certain nombre d'échanges de vues et non pas à des discours, je dirais, officiels. Donc il s'agit effectivement aux Européens de gauche comme de droite d'essayer de dire pourquoi ils sont ensemble ici. Et la salle est au moins aussi impatiente que vous, Bruno. Et je ne sais pas si nous allons pouvoir voir. Alors je vais faire un petit peu de radio dans ce cas-là. Bruno, on voit beaucoup de photographes, mais peut-être le président est caché derrière, l'ancien président. Voilà. En tout cas, il ménage ses effets. L'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, se trouve derrière moi et surtout derrière les photographes qui sont en ce moment en train d'officialiser, d'immortaliser cette image qui a donc tant fait jaser à Paris. J'espère que dans quelques secondes, mes chers confrères qui cherchent à faire les unes de tous les quotidiens demain, nous laisserons nous aussi avoir la chance de savoir si c'est bien Monsieur Valéry Giscard d'Estaing qui est arrivé. Moi, je le vois par ailleurs sur un autre écran de contrôle. Si je peux vous dire pour l'équipe. Ça serait un vrai événement là. Ça serait un vrai événement, mais je crois que je peux vous confirmer d'ores et déjà qu'il s'agit bien de Valéry Giscard d'Estaing qui est ici, il faut le rappeler, en tant que président du mouvement européen international et non pas en tant que responsable politique français. Je crois que dans quelques instants, voilà, nous allons pouvoir enfin vous donner l'image que vous attendiez, mon cher Bruno, et vous rendre l'antenne ensuite. Voilà, vous allez découvrir, c'est lui
Valéry Giscard d'Estaing, installé à un peu plus de 2 mètres d'Elisabeth Guigou. Voilà, je crois que vous avez eu l'essentiel, mon cher Bruno. Le débat ici va commencer, un débat tout à fait feutré. Voilà Madame Guigou, qui a été pas mal applaudie également tout à l'heure. Je peux simplement vous signaler que la prochaine rencontre de ce genre aura lieu samedi à Nevers, et à l'affiche Pierre Bérégovoy et François Léotard. Merci voilà, Rachid. ambiance assez détendue. Bien sûr, nous entendrons les principaux extraits de l'intervention de l'ancien président de la République dans le dernier journal, à 22h45, dernier journal présenté par Daniel Duigou. Les Bleus partent demain à la conquête de l'Europe. L'équipe de France inaugurera en effet l'Euro 92 demain soir en direct sur Antenne 2, je vous le rappelle. En affrontant l'équipe hôte, les Suédois. Le sélectionneur Michel Platini a annoncé ce matin la composition du 11 tricolore. Peu de surprise, Manuel Amoros a été titularisé en défense et Pascal Vairua participera bien sûr à la ligne d'attaque aux côtés, bien évidemment, de Jean-Pierre Papin. Tout va bien pour notre cher numéro 9, les chevilles, la tête, tout, comme va nous le confirmer l'un de nos envoyés spéciaux en Suède, Olivier Ray. Ouais, il faut arrêter de me parler de cette cheville. Je crois qu'elle m'a fait assez de tort comme ça. Maintenant, c'est fini et puis tout va bien, voilà. Mais si, il faut bien en parler de cette cheville. Son état a inquiété tous les supporters des Bleus. Le rôle de JPP est des plus importants et l'équipe de France a besoin d'un Papin en pleine possession de ses moyens pour bien débuter dans cet Euro 92. C'est pourquoi les médecins se sont relayés pour soigner cette cheville. Le diagnostic est plutôt rassurant. Jean-Pierre qui avait son problème de cheville, de cartilage de cheville, les choses évoluent aussi de façon satisfaisante. Je pense que maintenant il doit être complètement rassuré par rapport à son état de santé. À l'entraînement, Papin s'est souvent préparé à l'écart du groupe, en solitaire. Il s'est ménagé évitant les contacts, les chocs. Ce match d'ouverture contre la Suède peut en effet se révéler capital pour la suite de la compétition. Il faut prendre 2 points parce qu'après on peut gérer, on peut éventuellement en gagnant un match être qualifié. Donc pour nous c'est forcément le plus important. Il ne lui reste plus que demain à marquer un but comme l'autre jour contre les Pays-Bas, un but à la JPP pour le bonheur de l'équipe de France. Demain en direct 20h sur Antenne 2, dans quelques minutes, Un été glacé, un téléfilm signé Bernard Giraudot sur un sujet difficile, l'euthanasie, thème du débat animé par Claude Sérion ensuite ce soir. Dans Raison de plus, comme tous les mardis, dernier journal vers 23h45 en compagnie de Daniel Duigou. Bon anniversaire à Barbara, dans un instant donc la météo avec Laurent Cabrol. N'oubliez pas donc demain, rendez-vous exceptionnellement à 19h30 pour le journal en raison donc de la diffusion à 20h précise du premier match de l'équipe de France en championnat d'Europe des Nations avec une page spéciale animée par Henri Sagnier en direct de Suède. Excellente soirée à toutes et à tous. Merci. À demain. Rapide cet après-midi à Chantilly où se disputait le tiercé. Ils sont 18 au départ des 2000 mètres de la piste du Jockey Club. À 300 mètres du but, Télina, casaque marron et bleu, vient de prendre la tête, poursuivi par What a Gift en rose, jaune et rouge. Incognita, grenat couture jaune se rapproche vite en pleine piste. À 100 mètres du disque, Télina a course gagnée devant Incognita. What a Gift est attaqué par Lady Prospect, casaque rose et Rikitea en rouge et gris. Monté à la perfection par Jean-Michel Breu, le 10 Télina remporte enfin sa course. Le 17 Incognita finit le plus fort, devant le 11 What a Gift qui résiste de justesse à l'attaque du 12 Lady Prospect. Gérard Dubreuc amène le 15 Rikitea à la 5e place. Rapport moyen seulement pour des combinaisons qui n'étaient pourtant pas faciles. Trouvé par 13 parieurs, le Quintet Plus dans l'ordre rapporte 301 000 et 50 francs pour 10 francs. Fast-Cure file au poteau, poursuivi par les 3 représentants de l'écurie Chaloub. La toque blanc et bleu d'Asmussen s'est envolée. Finalement, River Majesty est 2e devant Mio Robertino. Bormio est en tête depuis le début. Asketo est encore dernier. Acteur français casaque noir et jaune est très gêné. Asketo trouve le passage, cloue sur place ses adversaires et le favori Star of Kozen est 2e devant Hello Pink.
Succès du Rothschild Pinky Rose monté par Asmussen dans la première course, de Forget Me monté par Éric Saint-Martin dans la 5e, de Headquarters confié à Éric Legris dans la 6e. Thierry Jarnet conserve la tête du championnat de France des jockeys, 2 points devant Norbert Jean-Pierre. Asmussen reste 3e. Froufroulou a tenté en vain de se débarrasser de son apprenti inexpérimenté, mais Patrick Parziz a déjà une bonne assiette. Les courses plates sont à Évry demain, images et commentaires dans le journal des courses à l'heure habituelle. L'Eurofoot 92, en direct sur Antenne 2 FR3, Suède-France, un match décisif pour le commando de Platini qui rêve de remporter à nouveau le plus prestigieux trophée européen. Pays-Bas-Écosse, Gullit, Van Basten, Rijkaard, les tenants du titre face à une redoutable équipe écossaise. Avec Schneider et Eurocard Mastercard. Suède-France, mercredi 10 juin à 20h15 sur Antenne 2. Pays-Bas-Écosse, vendredi 12 juin à 17h15 sur Antenne 2. Antenne 2 FR3, le plus grand terrain de sport. Fiat présente les estivales. Décoration exclusive, vitres teintées, toit ouvrant, radio-cassette stéréo, Panda, Uno, Tipo. Les estivales de Fiat, ce sont des voitures qui auraient les vacances incorporées. Bonsoir à vous tous, madame, mademoiselle, monsieur. Il en va en météo comme en politique. Le temps est à l'orage. À l'orage, des orages se sont propagés sur quasiment toute la France. Nous allons voir sur l'image satellite exactement où il se situait quand ce type de temps devrait perdurer dans la journée de demain. Vous voyez, sur l'hémisphère nord, il y a une grosse zone nuageuse sur l'Atlantique. Elle devrait nous concerner dans les jours à venir, mais pas dans l'immédiat. Dans l'immédiat, celle qui nous concerne, c'est celle-ci. Nous allons d'ailleurs nous rapprocher grâce au satellite et constater, vous voyez ici, il y a un enroulement nuageux. C'est un centre dépressionnaire qui génère cette remontée de nuages d'air chaud et humide. Les orages étaient présents sur le sud le sud de la France en général. Ils vont se caler demain sur les régions de l'Est, comme nous allons d'ailleurs l'apercevoir et le voir tout de suite sur cette carte du temps prévu pour la journée. Alors voyons, puisqu'il y a plusieurs zones, ici c'est le temps orageux, c'est-à-dire sur la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes, la Côte d'Azur, la Provence, les Alpes, mais aussi l'Auvergne. Sur le Languedoc-Roussillon, la tramontane va souffler assez forte, de manière assez forte, avec des averses. Et puis le beau temps se situera sur la Bretagne, les Pays de Loire et la Basse-Normandie. Que n'ai-je point nommé? Si, le Pays Basque, avec un ciel souvent obscurci, les frontières, là vous savez, frontières franco-belges et franco-luxembourgeoises, partout ailleurs, un ciel d'alternance avec une prédominance nuageuse. Ça n'est pas simple, mais il fallait faire dans le détail pour que vous soyez informés, vous qui habitez dans toutes ces régions. Les températures maintenant pour le petit matin, entre 9 et 15 degrés, du nord au sud, au petit matin, avec un 8 degrés sur Limoges, qui sera la ville la plus fraîche. L'après-midi, le thermomètre aura tendance à se tasser, à baisser très nettement, entre 16 et 21, 22 au nord, et entre 14 à Limoges, jusqu'à 22 au sud, 22 degrés. Vous constatez avec moi ces poches d'air relativement frais, 16 degrés sur le Biarritz, 17 sur la Pointe-Bretagne. Il faut se dépêcher, le clin d'œil de la météo, c'est un clin d'œil frisson, rien à voir avec la température. Là, c'est un peu la chair de poule. Regardons ensemble ce qui se passe aux États-Unis lorsqu'il y a des meetings aériens. C'est fabuleux. D'abord, bon, on monte dans l'avion, bien sûr. Enfin, il y a une façon de monter. Il y a ceux qui montent à l'intérieur et ceux qui montent à l'extérieur. Voici. Alors reste maintenant à donner le frisson à ceux qui sont en bas. Regardez, attention, va-t-il tomber le monsieur? Non, il y a un fil qui l'approche. Il faut dire que dans cet état des USA, les meetings ont des allures de voltige aérienne, un peu à l'image de ce qui se passe dans les cirques. Et regardez cet atterrissage extraordinaire avant de nous séparer, car nous sommes pressés par le temps, bien entendu. Regardez, le monsieur va atterrir sur la voiture alors qu'il reste accroché à l'avion. Vitesse de l'avion et de la voiture, 120 km/h. On décroche le monsieur et l'avion, bye bye. Superbe. Voilà. Merci de nous avoir suivis demain matin, Sophie Davant. Nous jetons un coup d'œil sur l'éphéméride. Nous fêterons Margaret et Landry en ce mercredi 10 juin. Bonne soirée sur Antenne 2. Au revoir à vous tous.
le plus gros transfert de l'année en matière de... Tiercé Panorama, le journal au cœur de la course. Programme de qualité ce soir à Vincennes. L'épreuve d'ouverture a été une proie facile pour son favori, Vainé, Kazakh Bleu, qui malgré une courte hésitation au départ s'est rapidement installé au commandement. Comme vous le voyez, il domine très sûrement Végétarien qui lui rendait 25 mètres et Vasco de Tartifume, Kazakh Blanche. Quatrième, Vénus de Folio, n'a pas été très heureuse dans l'ultime virage. Récente acquisition de Daniel Wildenstein, Vainé et son jeune driver Nicolas Roussel ont survolé ce prix Eucrate. Ils ne devraient pas en rester là. Les trotteurs du prix Écula nous ont offert un final superbe, la victoire revenant tout à la fin à Alzar, Kazakh jaune, pourtant encore loin des premiers à 500 mètres du but et qui a tracé une ligne droite de toute beauté pour venir dominer As de la Cordière en rouge et Alcyon de Pouline, Kazakh Bleu, qui n'ont pu être départagés par la photographie. Amicio se classe 4e. C'est un véritable cavalier seul qui a réalisé Ami Best dans cette épreuve sous la selle. Assez vite en tête malgré son handicap de 25 mètres, il n'a alors fait qu'une bouchée de ses adversaires, l'emportant de loin face à Aiglon de Clerbec et Agile Castelet. Ancenis et Atout du Closet avaient décliné la lutte dans ce semi-classique pour 4 ans. 8 mètres de la première place, le favori artiste du but assure un train régulier mais peu rapide et accélère peu après l'entrée de la ligne d'arrivée pour aussitôt se mettre hors de portée de ses rivaux. Ariane de Brion, le long de la corde qui tentait de le suivre, s'enlève à mini droite, ce dont profite As d'Espien pour se classer second devant Ami Chéri, Aiglondo et Axe Dessart. Artiste du but et Nicolas Roussel ont confirmé leur victoire dans le critérium des 4 ans et ils signent ce soir une seconde victoire pour monsieur Wildenstein. Bénéficiant d'un bon engagement, Union de G en a profité pour renouer avec une victoire qu'il a fuyait depuis fort longtemps. Venue en tête dans le dernier tournant, elle n'est nullement inquiétée par Uapaka, grande animatrice de cette épreuve, et Urigo. Ulfon n'avait pas couru. Alain Sionneau, partenaire d'Union de G, tout de suite à l'image. L'autostart était au rendez-vous du prix Urda, épreuve dédoublée réservée aux poulains de 3 ans. Dans la première d'entre elles, Bizibi, Kazakh Grona, a tenté tout au long de la ligne droite d'attaquer Baïkal, mais ce dernier s'est montré intraitable. Auteur d'un dernier kilomètre de toute beauté, Blue Bonnet se classe 3e, Brio Devry était non partant. Raymond David peut être satisfait, il tient en Baïkal un poulain de qualité. Barine de la Motte s'est abstenue dans ce groupe B du prix Urda que va remporter nettement Black Atout, un athlétique fils de Florestan. Toujours bien placé, Bleuette Crépon va s'assurer facilement le premier accessible détaché de Bovigny, de Silly et Baron de Bougui. Black Atout très entouré après sa victoire. 2 journaux des courses demain à 20h35 pour la Réunion d'Evry et en fin de soirée pour celle de Vichy. Bonsoir à tous. Tiercé Panorama, le journal au cœur de la course. Bonsoir et d'abord les titres de ce journal. Première journée de la visite officielle de la reine Elisabeth à Paris, a commencé par la remontée de l'avenue des Champs-Élysées en grande pompe. Embouteillage monstre à Toulouse à cause de la manif des jeunes agriculteurs de Haute-Garonne. Les barrages ont été levés après la promesse de pouvoir rencontrer les élus locaux. Crise au sein de l'opposition à propos de Maastricht, le RPR lance un ultimatum à l'UDF en lui interdisant de tenir meeting avec la gauche. L'événement de la soirée, c'est Valéry Giscard d'Estaing aux côtés d'Elisabeth Guigou, ministre socialiste, pour défendre le traité de Maastricht. L'ex-président a donc passé outre l'avertissement du RPR lors d'une réunion publique à Célestat dans le Bas-Rhin. Sur place, Olivier Lerner. Elisabeth Guigou est arrivée la première, pas vraiment décontractée. Valéry Giscard d'Estaing, plus souriant, sûr de réaliser un joli coup médiatique, était aux anges. Il n'y a pas eu de réponse du berger à la bergère. Valéry Giscard d'Estaing a préféré ignorer les sévères attaques de Jacques Chirac. Là, je vous arrête tout de suite. Moi, je ne suis pas venu pour parler de la politique politicienne. Je vais vous parler du traité de Maastricht. Alors, si vous voulez m'entraîner en dehors, il faut sortir de cette salle, aller ailleurs et on en parlera autrement. Moi, je participe à une campagne d'explication. Voilà.
Valéry Giscard d'Estaing sur sa réserve. C'est étrangement Elisabeth Guigou qui a osé s'adresser au RPR absent. On veut nous faire croire qu'on est pour l'Europe, mais qu'on est contre le traité de Maastricht. Alors moi je pose la question à ceux qui disent cela. Est-ce que vous croyez que vous pouvez faire l'Europe tout seul? Est-ce que vous croyez, Monsieur Seguin, que vous pouvez être là, sur votre chaise, à vous agiter et en disant « moi je veux faire l'Europe différemment ». Si vous ne trouvez pas des Européens pour la faire avec vous, vous ne la ferez pas. Le ton du débat est resté très poli, très technique. Mais en fin de soirée, le président de l'UDF s'est senti obligé de faire écouter sa différence. Lorsque la campagne du référendum sera engagée, c'est-à-dire sans doute, d'après ce qu'on nous dit, après l'été, eh bien il est évident que chacun fera campagne sous ses propres couleurs. Ils ne se sont pas plus salués au départ qu'à l'arrivée. Il ne fallait peut-être pas en faire trop pour ne pas exciter davantage un RPR plutôt jaloux de cette idylle. 9 mois donc avant les législatives, l'opposition risque d'exploser en morceaux. Hier soir, le RPR avait lancé un ultimatum aux responsables de l'UDF. Pas question de tenir des réunions communes avec la gauche. Dans ces conditions, le meeting de Célestat risque d'avoir des conséquences. Rachid Arabe. L'événement a donc eu lieu et même s'il n'a duré que l'espace d'une photo, cet événement ne fera vraiment pas plaisir à Jacques Chirac. Voir Valéry Giscard d'Estaing à la même tribune qu'un ministre de François Mitterrand, cela laissera forcément des traces au sein de l'opposition. Certes, le président de l'UDF a refusé à Célestat de polémiquer à distance avec son alter ego du RPR, mais on peut penser que les comptes se régleront un jour ou l'autre, et certainement ailleurs qu'à Célestat. On ne peut pas encore dire que l'irréparable se soit véritablement produit au sein de l'opposition, mais enfin tout de même, il en va de la politique comme de la vie de tous les jours, lorsque dans un couple, l'un des deux partenaires décide de s'offrir des escapades de temps en temps avec un amant ou une maîtresse, c'est selon, il fait toujours cela au risque du divorce. Aux yeux du RPR, la rencontre entre l'opposition et la gauche sur le traité de Maastricht est contre nature. Invité de notre journal de 20 h, Alain Juppé en a expliqué les raisons. Nous n'avons pas la même conception de l'Europe que les socialistes. Et c'est tellement vrai qu'il y a à peine 10 jours, à l'Assemblée nationale, nous avons essayé, et nous avons presque réussi, de censurer la politique agricole européenne du gouvernement. Alors à quoi riment ces meetings communs, sinon à prendre le risque de troubler les électrices et les électeurs? Vous savez, moi je suis pour l'Europe. Je suis prêt à ratifier Maastricht, mais en aucune manière à donner un coup de main à M. Mitterrand, parce que je pense que plus tôt les socialistes quitteront le pouvoir, mieux ça vaudra pour mon pays. Au Sénat, toujours pas d'accord entre le RPR et l'UDF pour reprendre les travaux sur la révision de la Constitution nécessaire à la ratification de Maastricht. Sur place, Véronique Saint-Olive. Fallait-il reprendre le débat de la révision constitutionnelle nécessaire à la ratification d'un traité qui a perdu l'un de ses signataires? Les socialistes et l'UDF ont répondu oui, comme un seul homme. Les communistes et le RPR ont clamé non d'une seule voix. Les oui étaient majoritaires, les sénateurs se sont donc retrouvés après le dîner. Mais si les orateurs se succèdent à la tribune, les tractations se poursuivent dans l'hémicycle. Cette nuit, une trentaine d'orateurs vont se succéder pour dire à tour de rôle tout le bien ou tout le mal qu'ils pensent du traité de Maastricht. Mais demain après-midi, l'amendement sur le vote des ressortissants communautaires revient sur le tapis. C'est alors que se fera ou non la fracture. RPR d'un côté, UDF de l'autre. À moins que le feuilleton de l'opposition ne connaisse un nouveau rebondissement. De l'Europe, il en a été aussi question avec la reine Elisabeth lors d'un dîner offert en son honneur au palais de l'Élysée. La reine s'est exprimée en français avec son charmant accent. La soirée s'est ensuite terminée au Louvre par des illuminations exceptionnelles. Bernard Lebrun. Gastronomie et politique au palais présidentiel pour un dîner de gala réunissant 200 convives en l'honneur de la reine Elisabeth. Au menu, foie gras en gelée au sauterne, petits carrés d'agneau et figues rôties, cygne glacé Élysée, le tout arrosé de Château Yquem et de Château Latour, 1978. Invité politique d'honneur et d'ouverture ce soir, Jacques Chaban-Delmas, Raymond Barre et leurs épouses. Coiffée de son diadème, la reine Elisabeth en robe blanche et argentée ne semble pas trop fatiguée de sa première journée de séjour. Elle semble même ravie de se retrouver 20 ans après sa visite à Georges Pompidou sous les plafonds de l'Élysée. Dans la salle, parmi d'autres, attendant les traditionnels discours, Catherine Deneuve, le comte d'Orléans, Pierre Berger ainsi que Charlotte Rampling. Quelles que soient leurs inclinations, elles vont du plus au moins,
nos gouvernements ont lancé le combat pour l'Europe avec le même désir de convaincre et de réussir. L'empreinte indélébile dont la France a marqué la communauté n'est pas toujours confortable pour ceux dont les institutions reposent sur des traditions différentes. La tradition anglo-saxonne est un peu à la tradition latine en Europe, ce que l'huile est au vinaigre. Il faut les deux pour faire la sauce, sinon la salade est mal assaisonnée. Vinaigrette donc. Il était jadis question d'entente cordiale entre l'Angleterre et la France. Maintenant que tous les ingrédients sont réunis par la reine, on pourra désormais dire que la mayonnaise a pris entre Elisabeth II et François Mitterrand. Un couple qui s'est immédiatement transporté au Palais du Louvre après ce dîner en compagnie de Daniel Mitterrand et du prince consort Philippe d'Édimbourg. Une visite nocturne pour assister à l'embrasement de la cour Napoléon et de la pyramide, cour majestueuse dont la restauration vient à peine d'être achevée et a été officieusement inaugurée ce soir par cette cérémonie royale. Le maire du Mans, Robert Jarry, a été inculpé par le juge Renaud Van Runbeck dans l'affaire du financement du PS et du PC dans la Sarthe. Coup de colère des jeunes agriculteurs de la Haute-Garonne. Ils ont bloqué Toulouse en dressant une demi-douzaine de barrages sur les principaux axes. Résultat, eh bien, c'est une belle pagaille. Dorothée Olyric. Véritable blocus aujourd'hui à Toulouse où les agriculteurs ont dressé des barrages sur les routes pour protester contre la politique agricole commune. Au total, une centaine de voies ont été bloquées par des tracteurs, provoquant une des plus belles pagailles que la ville rose ait connue. Dans l'après-midi, on apprenait que les 8 députés de Haute-Garonne avaient accepté de rencontrer les jeunes agriculteurs demain à 14h30. Les principaux barrages ont donc été levés dans la soirée. Remise en liberté des deux anciens responsables des Girondins de Bordeaux, Claude Bèze et Didier Kouékou. Ils sont inculpés d'abus de confiance, de faux et usage de faux. Leur incarcération a été jugée nécessaire par le juge d'instruction, le temps d'effectuer un certain nombre de vérifications. Mais le magistrat n'a pas pu interroger l'intermédiaire yougoslave, Barin, soupçonné d'avoir été la pierre angulaire dans le transfert de certains joueurs. 5 ans après l'accident de télésiège de Luzardiden dans les Hautes-Pyrénées, le procès des responsables présumés s'est ouvert ce matin au tribunal correctionnel de Tarbes. Les 9 prévenus qui comparaissent pour homicide et blessures involontaires se sont vus reprocher des fautes d'imprudence, de non-observation du règlement ou encore d'inattention. Lors de cette première journée de débat, les inculpés se sont sans cesse renvoyé les responsabilités. L'accident avait fait 6 morts et 38 blessés graves. Aujourd'hui, la majorité des victimes ont été indemnisées. Les combats à Sarajevo ces 4 derniers jours n'ont jamais été aussi violents. Bilan, 20 morts, 340 blessés et la grande majorité de la capitale détruite par les bombardements. Hier, l'armée bosniaque a mené une contre-offensive, ce qui lui a permis de reprendre plusieurs collines occupées jusqu'à maintenant par les Serbes. Aujourd'hui, retour au calme, la population a pu sortir des caves et des abris. Les premiers observateurs de l'ONU devraient arriver dès mercredi pour assurer la protection de l'aéroport. 1000 casques bleus sont attendus par la suite. Jérusalem a décidé de faciliter encore plus l'entrée en Israël des travailleurs palestiniens de la bande de Gaza après 14 jours de fermeture. À Alger, c'est toujours la tension. 3 policiers ont été tués aujourd'hui par un groupe armé non identifié. Passons maintenant au sport avec le suspense de la Transat en solitaire, vent de 30 nœuds, mer forte. Il a choisi l'option la plus au nord et ça lui réussit. Paul Vatine, le Havrais de 34 ans, a donc pris la tête de la Transat anglaise à la barre de Haute-Normandie. Florence Artaud, sur Pierre Ier de Serbie, a été pointé à la 3e position, devancé par Primagaz et Laurent Bourgnon. Enfin, la Transat a perdu le tenant du titre, Philippe Poupon, contraint à l'abandon après la rupture de sa dérive. Mauvaise journée pour le club de football nantais. La Ligue nationale a décidé sa relégation en 2e division. Motif, sa situation financière catastrophique, 60 millions de francs de déficit. Nantes a décidé de faire appel. L'année dernière, ce sont les Girondins de Bordeaux qui avaient dû subir cette humiliation. À la veille du match d'ouverture de l'Euro 92 qui opposera la Suède à la France, les Bleus ont fini leur entraînement. Pas d'effervescence, Platini a même ménagé ses joueurs à cause de la chaleur. Enfin, la composition de l'équipe a été annoncée. Seule surprise, la sélection de Bailly-Roy, préférée à Pérez. L'événement demain sur Antenne 2 à suivre à partir de 20 h.
Coup d'œil sur les marchés boursiers. À Paris, marché déprimé après le long week-end de la Pentecôte, moins 0,67%. À Wall Street, c'est également de la baisse. Véronique Auger. C'était une mauvaise séance à Wall Street ce soir. L'indice Dow Jones a perdu plus de 1%, moins 34 points à 3369 points. Comme à la Bourse de Paris ce matin, les investisseurs attendent la publication des prochains indices économiques américains, et notamment l'inflation, qui devrait être publiée jeudi. Ces chiffres détermineront la future politique de la Banque centrale américaine. Le dollar, lui, reste ferme face à l'ensemble des devises. Le billet vert cote 1 Deutschmark 59,20 et 5 francs 35,85. En France, ce soir, le gouvernement vient d'autoriser Péchinet à vendre l'ensemble de ses activités dans le nucléaire. L'opération lui rapportera près de 2 milliards de francs, 2 milliards pour Péchinet. Les bijoux de famille resteront quand même dans le secteur public puisque c'est la Cogema et Framatome qui rachètent. Pour plus de détails, vous pouvez bien sûr consulter votre Minitel en tapant le 3615 code ECOA2. Voilà, ce journal est terminé. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 6h30 avec Télématin. À 13h, Philippe Lefay. Exceptionnellement, à 19h30, c'est Bruno Mazur, car à 20h, nous avons rendez-vous en direct pour l'Euro 92 avec le match France contre Suède. Très bonne nuit. Bienvenue à vous tous, madame, mademoiselle, monsieur. L'animation est à son comble. Des perturbations traversent la France. À l'avant, eh bien, il y a une agitation orageuse. À l'arrière, une autre agitation orageuse. Bref, ça s'agite dans tous les sens. Voici le temps pour la journée de mercredi. Avec vous le constatez. Eh bien, voyons dans le détail. Très orageux dans toutes ces régions-là, c'est-à-dire sur la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes, la Côte d'Azur, la Provence, les Alpes, y compris sur l'Auvergne. Sur le Languedoc et le Roussillon, des vents, vents jusqu'à 60-70 km par heure. Sur le sud-ouest, un temps pas très folichon. Quand même des éclaircies, puisque nous poursuivons le Tour de France sur la Bretagne, les Pays de Loire et la Basse-Normandie. Quelques ondées le long des côtes franco-belges et franco-luxembourgeoises. Partout ailleurs, un ciel souvent couvert avec des nuages abondants. Voilà, nous avons essayé de découper la France en tranches. Les températures du petit matin entre 9 et 15 degrés, sans commentaire, ce sont exactement les mêmes que celles que nous vivons en ce moment. Et dans le courant de l'après-midi, un léger fraîchissement, vous l'avez noté, 19 en Ile-de-France, 17 dans le centre, 16 sur la presqu'île du Cotentin, 21 degrés à Mulhouse, 14 degrés seulement à Limoges. Ouh là là, la baisse bien. Voilà, pour ceux d'entre vous qui voyagent, vous constatez avec moi qu'il ne fera pas beau sur le nord de l'Europe. Il fera beau en revanche sur l'Afrique du Nord, entre 23, 25 et 27 degrés sur Rabat, Alger et Tunis, et 27 degrés à Athènes, où en ce moment il fait très chaud. Les températures étant données pour l'ensemble des pays européens, retournons-nous vers l'éphéméride en ce mercredi 10 juin. Nous fêterons Landry et Margaret. Tiens, Margaret. Merci beaucoup d'avoir suivi ce bulletin météo, et bonne nuit à vous tous sur Antenne 2. Au revoir. Aujourd'hui, le 10 juin. Le 10 juin 1190, Frédéric Barberousse, empereur du Saint-Empire germanique, se noie. La croisade est à l'eau. « 1949, parution de 1984 de George Orwell. Big Brother is watching you. » 1967, fin de la guerre des 6 jours. Diane triomphe, les territoires sont amochés.